Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football Plaisir s'est imposé sur son terrain contre Rosny-sur-Seine lors des 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Le score 4-1, le résumé du match dans ce magazine. Course à pied, zoom sur Jeanne Lecor. À 16 ans, cette sportive licenciée à l'E à Saint-Quentin en Yvelines est l'une des pépites à suivre dans les Yvelines. Son portrait dans cette émission. Cyclisme, coup de projecteur aujourd'hui sur le Paris-Nice 2022. La course au soleil partira du département pour la 13e année consécutive en mars prochain. Ce sera notre module découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence par du football et la Coupe de France. Vous le savez tous, on suit leur épopée sur TV78. Versailles s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France en battant La Roche-sur-Yon 4-0 début janvier. On connaît désormais leur prochain adversaire. Le tirage a eu lieu ce mardi 4 janvier. Au prochain tour, Versailles va affronter l'équipe de Toulouse. L'équipe de Toulouse est actuellement 2e de Ligue 2. Ils sont en course pour la montée. On écoute le capitaine de l'équipe de Versailles. Pour moi, c'est un bon tirage. Ça reste quand même une équipe professionnelle. Comme vous l'avez dit, ça joue le haut de tableau en Ligue 2. Offensivement, c'est très fort. C'est sûr qu'on aurait aimé tirer un gros de Ligue 1 pour le public, les supporters, pour la ferveur. Mais bon, ça reste quand même une équipe professionnelle et se mesurer face à une équipe professionnelle, c'est toujours intéressant. Mais mauvaise nouvelle pour les Versaillais. L'un des petits poussés de la compétition ne jouera pas à domicile mais à Toulouse le samedi 29 janvier à 16h30. Le stade Mauboron n'est pas homologué pour organiser cette rencontre. La structure sportive est privée d'éclairage en soirée à cause d'une trop grande proximité avec la chambre du roi du château de Versailles. Aucune source lumineuse ne doit être visible dans un rayon de 5 km. Vous l'aurez compris, les règles sont les règles. On continue à parler football et de la première titularisation du Versaillais Édouard Michu dans le 11 du Paris Saint-Germain. Les Vinois de 18 ans a joué en 16e de finale de la Coupe de France face aux amateurs de Vannes le lundi 3 janvier. Victoire 4-0, le jeune milieu de terrain a même touché la barre transversale en fin de match. Il a déclaré après la rencontre s'entraîner dur pour ce genre de moment. Édouard Michu est également entré en jeu lors du match de Ligue 1 contre Lyon ce dimanche soir. Il a délivré la passe décisive sur le but du Parisien Kehrer, score final 1-1. On continuera à suivre les performances du Versaillais dans les prochains mois. Encore du football, on jouait ce week-end les 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Dans le match qui opposait à Plaisir à Rosny-sur-Seine, ce sont les Plaisirois qui ont réussi à se qualifier pour le prochain tour. Le résumé du match, des images de Justine Brasier. Plaisir face à Rosny-sur-Seine, c'était l'une des affiches de ces 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Deux équipes qui évoluent en D2 de district. Les visiteurs du nord du département ouvrent la marque dans les premières minutes du match sur cette action. Mais l'avantage est de courte durée. Les joueurs de Plaisir arrivent à combiner et poussent le défenseur à la faute, 1-1. Les Plaisirois marquent une nouvelle fois juste avant la pause, 2-1. On marque assez tôt d'ailleurs, ça nous met en confiance. Et après, je trouve qu'on a un abus de confiance. Donc on joue moins bien et après on tombe dans nos travers, quoi. Mais la première mi-temps, ça va, dans l'ensemble, ça va. On donne les 2 premiers buts qui les lancent dans le match et c'est frustrant un peu. Première mi-temps assez mitigée avec un terrain catastrophique. On devait jouer sur le synthétique mais il était inondé donc on a joué sur le terrain en herbe. Terrain catastrophique comme je vous l'ai dit avec beaucoup de fourbons. On est une équipe qui joue au ballon. Là on a dû déjouer avec des longs ballons. En seconde période, Plaisir semble mieux apprivoiser le terrain. 45 minutes à sens unique où les locaux plus frais physiquement arriveront à marquer à 2 reprises. 15 minutes après le retour des vestiaires, puis 5 minutes plus tard. Le score est sans appel, 4-1 à la fin des 90 minutes. On avait à cœur de commencer bien 2022. On savait qu'en coupe, c'était notre domaine de prédilection. Parce qu'on a fait un grand parcours en Coupe de France. On s'est fait éliminer par une N3 au pénalty. Et donc là, 8e de finale, il fallait qu'on remporte ce match. On savait que c'était un match éliminatoire butoir. Donc on a fait un match assez prolifique en but, avec 4 buts à notre actif. Direction à présent les quarts de finale pour le club, avec un objectif en tête, ramener la coupe à la maison. Le prochain match est programmé le 20 février. On continue à parler de la Coupe des Yvelines avec notre journaliste Grégory Canalé qui remplace notre chroniqueur habituel Bichente Merian Santisteban. Bonsoir Grégory. Bonsoir Mickaël, je vais faire de mon mieux pour le remplacer. Ouais, j'en doute pas. On commence donc par la Coupe des Yvelines. On l'a vu donc, Plaisir qui s'est imposé 4-1 à domicile contre Rosny-sur-Seine. Dans les autres rencontres, Mickaël, Chatou s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Houille. Même score pour Vilaine-Orgeval sur le terrain de Chambourcy. Voisin écrase Baïnoisy sur le score de 6-2. Conflans s'impose 1-0
face à Rambouillet. Enfin, les Mureaux s'imposent dans le derby 1-0 face à l'équipe 3 du FC Mantois. Et le match aussi spectaculaire entre Marly-le-Roi et Ardrécourt, 3-2 pour les Marlichois. Le match entre Trappes et Gargenville a quant à lui été reporté. Toujours en coupe, mais cette fois-ci de la Coupe de France, c'est du volleyball. Ce samedi 8 janvier, le club de Conflans-Andrézy-Jouy recevait Mende, qui évolue en Ligue B, une division plus haut que les Yvelinois, et la hiérarchie a été respectée. Les joueurs du département se sont inclinés lors de ce deuxième tour de la compétition, le score 3-7-1. Le CAJ Volleyball va maintenant se reconcentrer sur le championnat élite. Le club est pour l'instant à la 3e place après 9 journées. En rugby, dans le championnat de Fédéral 2, le match entre Plaisir et Gennevilliers a finalement été reporté au dimanche 13 février, à la veille de la Saint-Valentin, à cause de plusieurs cas de Covid-19 dans ses effectifs. Les Plaisirois restent donc à la 8e place du classement après 11 journées de championnat disputés. Et un mot de course automobile pour terminer, Mickaël, Yvelinois. Jean-Pierre Garcin participe en ce moment à une course légendaire, le Dakar 2022. Il est le copilote de Lionel Bauch chez PH Sport à bord d'une Peugeot 3008. Ils sont pour l'instant 50e du classement général, mais la compétition n'est pas terminée. L'homme qui totalise 23 participations au total sur le Paris-Dakar nous a envoyé cette vidéo depuis l'Arabie Saoudite pour nous décrire son quotidien. Regardez. Nous sommes à la journée de repos, c'est la fin de la journée. Les mécaniciens ont travaillé depuis hier au soir, avec après un petit dodo. Nous, personnellement, on a passé plutôt une mauvaise semaine, avec un chat noir dans la voiture. Mais bon, c'est le Dakar, c'est comme ça. On a même fait une bonne nuit dans le désert, à galérer, etc. Mais voilà, c'est pas grave. Maintenant, on essaye de se faire plaisir, malgré les petits soucis. Et on espère vraiment que la deuxième semaine sera bien meilleure. Il reste 6 jours de course. 6 jours de course, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup, car il va y avoir encore des belles journées. Cette année, la priorité, c'était les dunes. Donc on bouffe du sable. Mon pilote, qui au départ n'était pas très expérimenté, n'aimait pas trop ça, maintenant adore. Il se fait plaisir et ça, franchement, c'est chouette. Voilà, donc on va tenir le coup et je suis sûr qu'on va se faire une ou deux belles spéciales et qu'on aura un bon résultat. Voilà, et puis arriver à Jeddah et fêter cette fin de rallye 2022. On a senti l'ambiance si atypique, l'ambiance sonore sur les Paris-Dakar. On souhaite bien sûr bon courage à Jean-Pierre Garcin et le Paris-Dakar. Le Dakar, on l'appelle maintenant le Dakar, se terminera ce vendredi 14 janvier. Merci Grégory pour toutes ces précisions et ce tour d'horizon des résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. On ouvre une page course à pied. Jade Lecor du club de l'Entente Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines a remporté le titre de championne de France cadette de cross en novembre dernier à Montauban. Entre entraînement et rigueur, la jeune Yvelinoise de 16 ans est un véritable espoir pour sa discipline. Son portrait par Céline Charles. Avec 4 à 5 entraînements par semaine, les efforts de Jade Lecor ont payé. Elle a su saisir la première place du podium dans la catégorie cadette lors des championnats de France de cross en novembre dernier. Quand je suis partie, je pensais vraiment pas faire podium. Je visais un top 5. Et pendant la course, je me suis vraiment sentie bien. Donc j'ai vu qu'on commençait à détacher des autres filles. Donc après, je suis partie et ça a payé. Spécialisée dans le demi-fond, elle a commencé l'athlétisme à 11 ans. Performance et chrono surprenants, la jeune femme qui s'entraîne au club de l'Entente Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines ne cesse d'impressionner. J'ai commencé parce qu'on m'a repérée en 6e au cross. Et du coup, après, je me suis inscrite au club et je faisais un peu toutes les spécialités. Et après, à un moment donné, j'ai voulu me spécialiser en demi-fond parce que c'est ce que je préférais. Au début, je m'entraînais comme ça et puis on a commencé à faire plus d'entraînement, à programmer plus de compètes. Dès le minime 2, elle a montré des qualités qui sont rares. Elle rate de quelques dixièmes le record de France sur 1000 mètres pour sa deuxième année de demi-fond. Et puis l'an dernier en cadette, pareil, elle a sorti des chronos très surprenants. Auquel je ne m'attendais pas forcément. Dès que le coup de feu retentit, ça devient une athlète qui est très forte mentalement, qui, comme je dis, qui va à la guerre, quoi. Elle n'a pas peur d'aller à la bagarre et d'aller chercher les filles et vraiment de se faire mal en compétition. Véritable espoir pour la suite, Jade rêve comme ses exemples Jimmy Gressier ou Hugo Hay d'atteindre les Jeux Olympiques. Je pense comme tout le monde de faire les JO, mais bon, je pense que j'ai le temps et de continuer à faire des sélections
à mon âge, le 1500 et les JO 2028, j'aimerais bien à Los Angeles. Sur ce que je vois, elle peut être dans les meilleures européennes, meilleures européennes de sa catégorie. Une motivation à toute épreuve et des résultats qui suivent, la championne qui fait jusqu'à 3 compétitions par mois pourrait rapidement gravir les échelons. En tennis, si on ne sait pas encore si Novak Djokovic va participer ou non à l'Open d'Australie, un Yvelinois participera bel et bien à ce tournoi du Grand Chelem qui débute ce lundi 17 janvier. Son nom, Arthur Rinderknecht, le Saint-Germainois de 26 ans, désormais 58e mondial, espère aller le plus loin possible dans la compétition. Ses derniers matchs prouvent qu'il est en forme. Il a battu l'Australien James Duckworth lors de la TP Cup et il s'est bien défendu mais a perdu contre l'Italien Yannick Sinner. Il s'est qualifié aujourd'hui en 8e de finale du tournoi d'Adélaïde 2, de bon augure pour l'Open d'Australie. Si vous êtes passionné de cyclisme sur piste, ce rendez-vous peut vous intéresser. 24 équipes, dont des sprinteurs de l'équipe de France, seront présents ce samedi 15 janvier pour participer à la 3e édition des 6 heures de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement est programmé de midi à 18h avec des épreuves hommes, femmes et mixte. Un autre rendez-vous cycliste à noter dans vos agendas, le Paris-Nice 2022. La course au soleil partira une nouvelle fois à des Yvelines en mars prochain. TV78 s'est rendu à la conférence de presse la semaine dernière. Regardez. Nous sommes le mercredi 5 janvier. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle du Paris-Nice 2022 ici à Versailles. Il passera pour la 13e année consécutive dans les Yvelines. Ici, au total, 6 km à 7,6%. Comme depuis 13 ans, le Paris-Nice partira depuis 2 communes des Yvelines. Regardez ce reportage. C'est devenu une routine depuis 13 ans. La conférence de presse du Paris-Nice est programmée en janvier à l'hôtel du département à Versailles. Les organisateurs dévoilent le parcours officiel et à la fin, 2 communes des Yvelines sont désignées comme ville départ, une grande et une petite. Ce 5 janvier, c'est Mantes-la-Ville, 20 000 habitants, qui a été retenu pour lancer cette course au soleil. Une boucle de 159,8 km à travers les Yvelines avec départ et arrivée boulevard Roger Salengro le 6 mars. On en est bien sûr très heureux. On a candidaté et on a pu donc avoir cette merveilleuse nouvelle de pouvoir être la ville, non seulement étape, mais également donc, de départ. Évidemment, ça va mettre en lumière notre commune. On est bien sûr très heureux. Le 7 mars, la 2e étape partira de la petite commune d'Auffargis direction Orléans. Le village de 2000 habitants a été traversé à plusieurs reprises par le Tour de France et ce sera une nouvelle fois un événement pour la commune. Ce n'est pas la première fois que Paris-Nice passe dans le village, mais c'est la première fois qu'il y a un départ d'étape de Paris-Nice. Nous sommes ravis, ça va faire de l'animation dans le village qui est déjà très animé, mais ça va engager aussi tous nos bénévoles qui sont là toujours présents, puisque c'est quand même une belle organisation. On est bien aidé par ASO, mais c'est quand même une grosse organisation pour un petit village comme le nôtre. Cette 13e édition consécutive dans les Yvelines portera-t-elle chance à ces 2 communes yvelinoises? Réponse les 6 et 7 mars prochains. À mes côtés, François Lemarchand, le directeur du tracé. Alors François Lemarchand, dans les Yvelines, ça partira de Mantes-la-Ville. Pourquoi ? Bien, comme tous les ans, on change d'endroit, oui, on change de ville. Hein. On travaille en étroite collaboration avec le département des Yvelines, donc voilà, les villes sont proposées et nous on va voir sur le terrain celles qui conviennent techniquement, hein, je parle bien techniquement. Et puis c'était logique que Mantes-la-Ville accueille cette première étape de Paris-Nice. Mantes-la-Ville, qu'est-ce que ça représente pour un départ ? C'est quand même une ville assez importante et ça marque sur une carte, quand on voit la carte de Paris-Nice, le tracé général de Paris-Nice, Mantes-la-Ville, c'est quand même quelque chose qui parle. On avait Mantes-la-Jolie, donc ça va faire le distinguo entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, donc en termes de communication, c'est excellent. Et puis c'est toujours assez important pour nous, organisateurs, là je parle, de faire découvrir des villes grâce à ce sport, grâce au sport cycliste, parce que c'est le meilleur moyen de médiatiser certaines villes et d'aller dans les villes avec Paris-Nice. Parlez-nous de cette première étape, donc c'est une boucle. Oui, il y a une première boucle de 140 km, alors on va aller on va traverser la Seine au nord pour aller chercher une partie du Vexin, puis après on va revenir on va toucher un peu le Val d'Oise, après on va revenir vers Bonnières-sur-Seine, donc là c'est des routes qu'on n'avait jamais empruntées sur Paris-Nice, donc on va faire découvrir un petit peu le département, c'est normal, il faut que tout le monde en profite. Après on ira sur Houdan pour monter ensuite sur Mantes-la-Ville, faire un passage sur la ligne d'arrivée pour aller chercher le circuit final de 20 km. Et c'est pour quel type de coureur cette étape ?
Je dirais sprinter, parce que logiquement les premières étapes de Paris-Nice c'est pour les sprinters, mais l'histoire récente nous a prouvé le contraire, hein, que ce soit à Bois d'Arcy ou que ce soit à Plaisir. Il n'y a pas de sprinter, tout simplement parce que la météo a joué le jeu si on peut dire, avec la pluie, avec le vent. Donc voilà, par défaut sprinter, mais bon après. Ça c'est la course, c'est le sport qui décide. Deuxième étape qui partira d'Auffargis, un village de 2000 habitants à peu près. Un village de 2000 habitants, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le maire dans les années 60 c'était Félix Lévitan, l'ancien co-directeur du Tour de France. Donc une partie vélo, moi-même quand je courais chez les amateurs, je courais beaucoup à Auffargis, donc c'est vraiment quelque chose qui parle au milieu cycliste. Hein. Il y a beaucoup de groupes cyclistes qui font du vélo tous les week-ends dans cette vallée de Chevreuse qui passe à Auffargis, donc un petit clin d'œil à Auffargis, c'était sympa. Et c'est l'occasion aussi de mettre en valeur à chaque fois le territoire des Yvelines. C'est toujours le choix de prendre la grosse ville et la petite ville le lendemain. Oui, parce qu'en termes de structure, c'est moins important. Une structure d'une ville d'arrivée, il faut une belle ligne droite, il faut un gymnase pour faire la salle de presse ou une grande salle des fêtes pour faire, ce qui n'est pas forcément le cas sur les petites communes. Et en revanche, pour s'installer pour les petites communes, eh bien on peut s'installer partout. Hein. On a fait les bréviaires où on peut s'installer dans les champs. Voilà, c'est peut-être un peu moins pratique, mais on trouve des solutions. Donc, on peut amener le vélo vraiment dans les petites communes. Donc, encore une fois, c'est l'intérêt de notre sport et c'est pour ça qu'il est merveilleux. Oui, c'est un sport démocratique, on peut le dire. Hein. Tout le monde peut venir voir et qui est gratuit. Qui est gratuit, qui amène les champions. Hein. Pour aller voir les champions, pour avoir l'équipe de France, il faut aller au Stade de France. Tandis que là, c'est le Stade de France qui va dans les petites villes, qui va au Fargis et qui va à Mantes-la-Ville. Donc, c'est formidable. Dernière question, ça fait 13 ans du coup qu'il part des Yvelines. Est-ce qu'on arrive quand même à se renouveler chaque année, à trouver des nouvelles routes? J'ai l'impression que oui. Oui, il faut, mais à un moment, on va tourner je ne veux pas dire qu'on va tourner en rond, mais nous, notre métier d'organisateur, c'est de ne pas faire comme d'habitude, c'est de casser les codes et on trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Quand on est ancien coureur, on trouve toujours des solutions. Merci François Lemarchand. Merci beaucoup. Alors Pierre Bédier, 13 ans que le Paris-Nice passe ici, par les Yvelines. Il part des Yvelines. Il part des Yvelines. Et il passe ensuite dans les Yvelines. Il part. La première étape est un contre-la-montre dans une ville. Et la première étape de route, qui est donc le lendemain, le lundi, se passe toujours à partir d'un village. Parce qu'on essaye comme ça de faire voir le double aspect des Yvelines, des villes magnifiques, des villages superbes et entre les deux, des paysages exceptionnels. Qu'est-ce que vous pensez des choix de Mantes-la-Ville et d'Auffargis cette année? J'en pense du bien puisque c'est nous Yvelinois qui choisissons. Ça fait partie du partenariat avec ASO. Donc d'une année sur l'autre, après le départ, nous choisissons après vérification technique, parce qu'il est important d'assurer la mise en sécurité des coureurs cyclistes. Hein. C'est un sport qui va vite, et donc quand il y a des chutes, on l'a vu l'année dernière à la dernière étape, elles sont spectaculaires et dangereuses. Donc il faut s'assurer que techniquement les villes puissent être des villes de départ, et une fois qu'on a cette assurance, on prévient les maires pour savoir s'ils sont intéressés. Généralement ils le sont. Je n'ai essuyé aujourd'hui encore aucun refus. On avait avec nous juste avant François Lemarchand, le directeur du tracé. Il nous disait finalement on ne tourne pas en rond après 13 ans. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, parce que vous avez un territoire qui est quand même assez vaste, qui a beaucoup de diversité. Et c'est vrai que je crois qu'on aura encore au moins 13 ans de découverte avant d'être obligé de revenir sur les lieux de précédentes étapes, parce que c'est cette force des Yvelines. J'ai lu récemment dans un quotidien que je ne nommerai pas un quotidien régional parisien, que beaucoup de visites ministérielles se passaient dans les Yvelines parce que c'est une mini-France, les Yvelines. Je vous le confirme, c'est le cas pour le cyclisme aussi. Alors on n'a pas la haute montagne, j'en suis désolé pour les montagnards. Il y a la colline des Lancours quand même. Mais il y a quand même quelques difficultés, quelques côtes un peu raides, et donc cette très grande diversité de paysages c'est très bien techniquement pour les organisateurs et c'est très bien pour les téléspectateurs. Il y a eu cette année 1 300 000 personnes qui ont découvert les Yvelines à travers les images du Paris-Nice. Le Paris-Nice passera par les Yvelines jusqu'en 2025, hein, c'est le partenariat qui a été signé. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de 2025 ? Alors oui,
nous en avons parlé avec Christian Prudhomme, je lui ai confirmé qu'on s'est installé nous dans un temps très très long et que donc nous souhaitions conserver ce partenariat, on le renouvellera. Partenariat avec l'organisateur ASO pour Paris-Nice, mais partenariat aussi pour la dernière étape du Tour de France, puisque nous avons un départ de la dernière étape des Yvelines depuis 2 ou 3 ans. Alors nous l'aurons l'année prochaine, et je peux vous dire que nous partirons de Montigny, donc de Saint-Quentin-en-Yvelines, du Vélodrome, parce que le Vélodrome va accueillir les épreuves cyclistes des Jeux Olympiques de 2024. Il y aura une suspension de la dernière étape du Tour en 2024. Christian Prudhomme garde secret cette étape, mais comme c'est juste avant les Jeux Olympiques, je pense que ça va être quelque chose d'un peu particulier. Et à partir de 2025, nous reprendrons cette habitude. Donc Paris-Nice au printemps et l'été, dernière étape du Tour de France. Merci Pierre Bédier. Merci. Christian Prudhomme, à quoi va ressembler ce Paris-Nice 2022 ? Je rêverais qu'il ressemble aussi à celui de 2021, c'est-à-dire qu'on ait un final haletant, un renversement de situation, puisque vous vous en souvenez, le numéro 1 mondial de l'époque, Primož Roglič, avait largement dominé la compétition, remporté 3 étapes, on le voyait dominateur écrasant et vainqueur à Nice, et puis le dernier jour, une chute, un pépin mécanique d'un coéquipier, et il perd tout. Et il y a un renversement de situation absolument inattendu et invraisemblable. Donc c'est aussi la marque de Paris-Nice, c'est-à-dire que quel que soient les coureurs au départ, il est vraiment certain, peut-être plus encore sur cette épreuve-là que sur les autres, que tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée finale, on n'a pas gagné. Paris-Nice, c'est une épreuve qui se joue souvent à coup de seconde. La moyenne entre le premier et le deuxième, c'est d'une dizaine ou d'une douzaine de secondes. C'était un peu plus l'an passé, mais après un final absolument renversant. Donc j'ai envie de vous dire, le nom du vainqueur de Paris-Nice qu'on connaît à la dernière minute, ça nous va bien. Un final à Hitchcock, c'est quelque chose qui nous plaît chaque année. Et puis ce qui nous fait aussi plaisir, c'est de savoir que justement, le héros malheureux de l'an passé, Roglič, a décidé de revenir. Il y avait vraiment 2 écoles chez nous, ceux qui disaient, vu ce qui lui est arrivé l'année dernière, il ne reviendra jamais, et d'autres au contraire qui disaient, avec ce mot qui est très à la mode de résilience, il ne va pas rester à terre, il va revenir tout de suite, un peu comme quand on tombe. On dit qu'il faut immédiatement remonter sur le vélo, parce qu'autrement, ou à cheval, autrement, voilà, il y a une appréhension qui naît, il faut la vaincre tout de suite. Donc il sera là et c'est très bien. Et on sait qu'on aura aussi face à lui, notamment, le Colombien Egan Bernal, vainqueur de Paris-Nice en 2019, le dernier qui ait gagné Paris-Nice avant de remporter dans la filée le Tour de France. Du côté des Français, il y aura qui ? On a les équipes, mais on n'a pas encore les coureurs. Mais on sait par exemple que David Gaudu sera là, il en fait un objectif. Il y a 3 ou 4 étapes qui sont faites pour des grimpeurs punchers de son acabit. Il y a une arrivée au col de Turini le samedi, mais pas simplement. On sait que la dernière étape, tout peut se jouer. Le col d'Aise a été revisité. Et il y a 1 kilomètre de route qui n'a jamais été emprunté, qui est très très raide. Il y a une étape dans l'Ardèche le jeudi avec 3350 mètres de dénivelé, 3 cols, etc. Et puis il y a un chrono aussi avec un final en bosse à Montluçon. Donc tout est possible. Paris-Nice, c'est vraiment un révélateur des qualités du moment, mais aussi, bien évidemment, juste avant le printemps, au mois de mars à Paris-Nice, on pense toujours au mois de juillet. Oui, ça représente quoi pour un coureur, finalement, le Paris-Nice ? C'est le début de la saison ? Ça permet d'y croire. Si je reprends les exemples de Bradley Wiggins ou de Geraint Thomas, qui ont gagné Paris-Nice avant de remporter le Tour de France, quand on réussit à vaincre tous les pièges d'une semaine sur Paris-Nice, parce qu'en fait, c'est comme une sorte de petit Tour de France, c'est-à-dire qu'il y a 8 étapes où on peut tout perdre, et 3-4 étapes où on peut essayer de gagner. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sait notamment depuis 2010 maintenant que nous sommes chaque année dans les Yvelines pour le grand départ, que tout peut se passer dès la première étape. On a vu des coups de bordure les premiers jours, je me souviens de cette arrivée extraordinaire à Bois d'Arcy où Arnaud Desmar avait battu au sprint Julien Lafilippe, puis finissent à 2, c'était vraiment incroyable. Donc on a retrouvé ça, on a des étapes qui sont très appréciées dans les Yvelines et qui font des scores d'audience absolument remarquables. Et donc il y a le vent, ensuite le lendemain, le lundi, le mardi encore, puis un chrono où certains vont tenter de gagner les secondes décisives et l'autre de ne pas les perdre, décisives pour l'arrivée finale. Et puis il y a donc notamment dans l'Ardèche et puis le week-end final dans l'arrière-pays niçois de quoi contenter les meilleurs grimpeurs du peloton, donc ceux qui sont aptes à gagner Paris-Nice, mais aussi pourquoi pas à gagner derrière le Tour de France. Vous l'avez souligné, la météo aura son importance. Chaque année, soit il fait chaud, soit il pleut dans les Yvelines. Oui, là-dessus, c'est vraiment ce qui se passe dans les Yvelines et sur Paris-Nice. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut avoir
une semaine rayonnante, il peut faire très froid, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la neige, ce qu'on a déjà connu, je me souviens, il y a déjà quelques années, puisque c'était avant même que je sois directeur du Tour, j'étais directeur adjoint près de Jean-Marie Leblanc en 2005, et il a fallu qu'on change 2 arrivées d'étape et 3 départs à cause de la neige sur 8 jours. Donc tout est possible, effectivement. On est bien incapable aujourd'hui de dire quel sera le temps la deuxième semaine de mars, mais ça fait aussi partie des charmes et de la légende de Paris-Nice. Ces coureurs dans la neige, au contraire ces coureurs qui vont dans la bien nommée course au soleil, voilà, qui va fêter sa 80e édition, et qui est toujours un moment fort, et un moment qu'on espère tous de renaissance aussi bien au-delà du sport cycliste. Rendez-vous le 6 mars prochain pour la première étape depuis les Yvelines, départ depuis Mantes-la-Ville. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV 78.